Bienvenue sur Part et à virer, l'aventure à la voile sobre et sauvage qui questionne notre faculté à changer de cap. Pendant 3 semaines, nous parcourons les côtes bretonnes sur la plus petite embarcation que nous ayons trouvée, un catamaran Hobie 416, et posons notre bivouac sur les terrains de l'écologie. Cette série de podcasts raconte notre aventure et les histoires personnelles de Bretons engagés. Dans ce 3e épisode, nous naviguons de Belle-Île à Groix, puis jusqu'à Concarneau. Nous voilà rentrés dans le Finistère Sud. Bénédicte nous rejoint et nous rencontrons ensemble Clément et PA qui nous présentent le Low-Tech Lab et nous accueillent dans une tiny house minimaliste. Nous parlons des solutions frugales pour se chauffer et conserver ses aliments et de l'énergie dans un habitat isolé et coupé des réseaux. Clément nous explique aussi ce qui l'a amené à quitter Airbus pour s'investir dans ce projet. Bonne écoute! Alors au bonheur de la pluie s'est rajouté la surprise de l'orage. On a tout d'un coup pas du tout envie de monter sur le bateau. On est sous notre tarpe et on est sec plus ou moins. On n'a pas trop envie de tester la capacité de paratonnerre de notre bateau. Ça c'était pas prévu dans les prévisions météo. Mon défi personnel aujourd'hui, c'est de pas prendre froid, parce qu'il pleut et on va être mouillé, voilà. Et d'arriver à Groix le plus vite possible. Normalement, on n'a qu'un seul bord, capot 330. Mais que se passe-t-il dans cette casserole ? C'est soirée popcorn. Soirée popcorn au bord de la plage. On a une très belle projection devant nous. C'est le cinéma en plein air. On a le popcorn, il nous manque la projection. Mais c'est déjà ça. Non, la projection, regarde, on va voir les phares qui vont s'illuminer. On va voir l'Orient. On va peut-être même voir Concarneau d'ici. 10 heures de bruit de vagues et de lumière de la côte. Il est mercredi 7 août. À 11h, ça fait 3 quarts d'heure qu'on est parti de l'île de Groix. Temps relativement dégagé, mer assez calme. Ça c'est du beau temps de belle mer, comme dirait l'ami. Nous avons un vent plein ouest, donc nous tirons des bords. Nous avons passé la rade de l'Orient et le bel estuaire qu'on voyait de la côte. On estime le temps de navigation à 5 heures sur environ 23 000 calculés relevés à la carte hier soir. Bon, il nous reste, je pense, 2 empannages avant d'arriver à Concarneau. Pareil à empanner ? Non. Salut, Charles. Clément Chabot, membre du Low-Tech Lab. Au Low-Tech Lab, on travaille à faire la promotion et la catalysation de l'innovation low-tech. Donc des solutions simples, utiles et durables. Donc vraiment travailler sur les besoins de base, accès à l'eau, à l'alimentation, à l'énergie, avec des systèmes robustes et réplicables par tout le monde, à un prix accessible au plus grand nombre. Ok. Donc ça, on a commencé au tout début
avec l'expédition nomade des mers, où l'objectif c'était de documenter des systèmes qui ont fait preuve de concept autour du monde, qui sont utilisés depuis plusieurs années par pas mal de monde et qui mériteraient d'être connus, enfin de bénéficier à d'autres personnes qui ont parfois il y a des complexités pour avoir accès à une vie décente en fait, qui n'ont pas forcément accès à l'eau potable, qui continuent à cuisiner au feu de bois. Ça représente plus de 3 milliards de personnes encore sur Terre, donc ça fait du monde. Et donc partager des systèmes qui marchent pour qu'un max de monde puisse en profiter. Et du coup, la tiny house, elle est arrivée de comment ? Enfin, comment vous avez été amené à ce projet-là ? En fait, avec PA, quand on est rentré du Nomade des Mers il y a 2 ans et demi maintenant, on s'est senti un peu imposteur parce qu'on présentait des systèmes hyper pertinents, mais dans des contextes plutôt autour de la ceinture tropicale, vraiment primo-accédant, accès à une vie décente. Et en fait, tous ces systèmes, quand on en parlait à du monde, en fait, il y en avait très peu qu'on utilisait nous au quotidien, puisqu'on a accès à l'eau courante, on a l'électricité illimitée. Je branche mon four, je pars 2 jours, quand je reviens, il tourne encore, quoi. J'ai pas de problème. Du coup, les systèmes qu'on présentait collaient pas avec notre vie au quotidien. Donc on s'est dit, partons à la recherche des systèmes low-tech, en fait, qui répondent à la même définition, mais propres à notre contexte occidental, plus développé. Et on s'est posé sur la question de l'habitat. Il y en avait plein d'autres, ça aurait pu être la mobilité, la communication, mais l'habitat, ça nous intéressait pas mal, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vivent du mal logement, et qui peuvent pas se chauffer l'hiver. Et puis en plus, le bâtiment, c'est un secteur extrêmement impactant aujourd'hui en France. Il y a 40% de l'énergie consommée en France, c'est dans le secteur du bâtiment. On vit dedans, construction, déconstruction, mais une bonne partie de l'énergie est absorbée pendant sa période d'utilisation. Et pareil, il y a 33% des gaz à effet de serre qui sont émis par ce même secteur du bâtiment. Donc d'une, c'est hyper impactant, et il y a plein d'optimisation possible. Enfin, depuis tout le temps, on a construit des maisons, et il y a plein de systèmes hyper intéressants qu'on peut redécouvrir ou adapter, des innovations plus récentes. Super, donc on va visiter. Ouais. Donc, au tout début, on voulait en fait intégrer des systèmes low-tech dans une maison, et pour étudier comment on vit avec ces systèmes au quotidien. Est-ce que ça impacte notre confort, comment on vit, est-ce que ça nous demande de nous organiser particulièrement, ou au contraire ça nous apporte de l'agilité. Et au final, après quelques temps, on est parti plutôt sur un habitat nomade, parce qu'on voulait qu'un maximum de monde puisse découvrir ces systèmes en fonctionnement. Et on ne peut pas déplacer les appartements encore aujourd'hui, donc on est parti sur un modèle de tiny house. Donc c'est quoi une tiny house ? Alors, c'est un mode d'habitat qui vient des États-Unis. Donc c'est des toutes petites maisons, souvent sur une remorque, pour pouvoir les déplacer, les changer en fonction des saisons ou des périodes de la vie. Donc nous, c'est une remorque qui fait 13 mètres carrés au sol. Et là, on est dans un champ, au milieu d'un champ à Concarneau, et hors réseau. Donc là, on vit dans la maison, mais sans être connecté à aucun réseau. C'est-à-dire que on produit nous-mêmes l'électricité. Donc c'est les panneaux solaires qu'on voit là ? C'est les 2 panneaux solaires qu'on voit devant. Okay. Pareil pour l'eau, où on capte l'eau de pluie. Et là on est content qu'il pleuve, parce que sur les derniers mois on n'avait pas récupéré grand-chose avec la canicule. C'est-à-dire que vous êtes amené à manquer ? Alors l'idée c'est de pas manquer, pas de sacrifier le confort, de pouvoir continuer à se doucher et faire notre vaisselle. Donc on était obligé de monter des bidons d'eau. D'accord. Des crédits eau, on appelle ça. C'est plus drôle. Et ça, l'idée c'est de pas d'arrêter de vivre, mais il fallait qu'on trouve un moyen de substitution pour continuer à vivre dedans. Donc on a dû remonter de l'eau. Donc c'est juste la surface de captage, c'est juste le toit de la tiny, c'est ça ? Donc c'est 13 mètres carrés. Ouais. Donc tu as parlé des 13 mètres carrés de la tiny, et il y a une terrasse en plus. Qui fait 13 mètres carrés aussi. Et qui vous permet, j'imagine, dès qu'il fait beau, d'investir un peu plus d'espace ? Ouais, l'objectif c'est de couvrir la terrasse sous une serre, pour déjà capter plus d'eau de pluie. Enfin en tout cas dans les prévisions et dans le dimensionnement de la maison, on avait prévu de capter le double de ça. Enfin la serre est prévue dès le début. Et ça fait une grande pièce à vivre, un grand salon on va dire, à l'abri de la pluie et du vent. Donc toute l'année en fait on peut s'en servir. Dès qu'on reçoit beaucoup de monde, on pourra être sous la serre.
Donc à l'intérieur de la tiny, là, on entre donc dans une espèce de petite salle à manger, salon. On voit une cuisine, une salle de bain au fond. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous fonctionnez, comment c'est aménagé? Alors l'idée c'est d'avoir l'impression d'avoir un grand volume déjà, de pas avoir l'impression de rentrer dans un placard. Donc là on a pas mal travaillé les volumes et avoir de la luminosité naturelle. Ça c'était important. C'est pas une low-tech en soi, mais ça apporte énormément de confort de vie. Et puis ouais, une grande pièce et puis deux mezzanines pour dormir. Après très rapidement, là ici on a les batteries, on a les 4 batteries qu'on a récupérées d'un ancien bateau. Qui permettent de stocker l'énergie, par exemple pour avoir la lumière la nuit. S'il n'y avait que les panneaux solaires, on ne pourrait pas. Donc 4 vieilles batteries mais qui font encore très bien le boulot. Là on a un poêle de masse qui permet de compenser le manque d'inertie de l'habitat léger, vu qu'on n'a pas de mur en pierre, pas de chape en béton. La maison elle peut se refroidir très vite l'hiver. Donc là quand on fait du feu, le poêle de masse apporte de l'inertie. Une fois le feu éteint, on continue à avoir de la chaleur pendant plusieurs heures sans problème. Et vous pouvez cuisiner dessus, je suppose? Alors il n'est pas assez puissant pour faire un cassoulet, mais une tisane, enfin en général quand on fait du feu, on se fait une petite tisane à côté. D'accord. Et c'est assez agréable. Il s'appelle le Poilito, il a été réalisé par Vital Bies, qui est poilier vers Toulouse. Et c'est une super low-tech, ça on l'aime beaucoup. Là on est devant le garde-manger, donc c'est ici qu'on conserve nos aliments. Donc très traditionnel garde-manger, avec des clés. C'est ici qu'on va retrouver nos fruits et légumes, qui se conservent bien mieux en conditions ambiantes plutôt que dans un frigo. On voit bien, un melon quand il sort du frigo ou une tomate, il est devenu insipide et il perd toute sa saveur. En fait, c'est d'autres ambiances qu'il faut aller chercher pour bien conserver ces aliments d'un point de vue nutritif et gustatif. Et donc là on a aussi une petite fenêtre qui amène dehors et on retrouve notre garde-manger extérieur qui là est un peu chaud parce qu'on est en plein été, mais en général en dehors des 2 mois d'été, juillet et août, tourne autour de entre 10 et 15 degrés, donc c'est nickel pour tous les produits. Donc vous n'avez pas de frigo là dans la tiny? Donc on a essayé de pas avoir de frigo parce que ça consomme beaucoup, mais en fait il y a 2 semaines on a investi dans un petit réfrigérateur. Non, la canicule, ça a été terrible, il faisait vraiment chaud, et donc on commençait à faire un peu de perte alimentaire, et on s'est dit bon, on va pas être trop têtu non plus, donc on a investi dans un petit réfrigérateur, parce que quand il fait chaud, c'est qu'il y a du soleil, quand il y a du soleil, on a plein d'électricité. Et donc le réfrigérateur pour la période estivale, et dès là le mois de septembre, on va le débrancher, puis on va retourner dans le garde-manger qui faisait très bien le boulot jusqu'à mi-juin, fin juin. En termes du coup d'autonomie d'énergie électrique, pour votre chauffage, etc., vous fonctionnez comment? C'est pareil que pour l'eau, on a fait ce qu'on appelle un profil énergétique. Donc on a regardé ce qu'on consommait tous les jours. C'est-à-dire que sur tous les systèmes électriques qu'on a, normalement dessus il y a une étiquette qui dit quelle puissance ça consomme. Que ce soit un ordi, un grille-pain, un ballon d'eau chaude, il y a la puissance qui est indiquée dessus. Et on a multiplié cette puissance par le temps d'utilisation quotidien. Donc par exemple, j'ai 5 minutes de bouilloire qui font 2000 watts. J'ai 3 heures d'ordinateur qui font 30 watts, etc. Et donc ça nous dit quelle énergie on a besoin tous les jours. Et on a regardé quels étaient nos gros postes de consommation. Et là on s'est rendu compte qu'il y a vraiment 2 mondes dans l'électricité, dans l'énergie. Il y a tout ce qui chauffe et tout ce qui tourne qui consomme énormément. C'est monstrueux. Et tout le reste qui consomme presque rien. C'est-à-dire que charger un téléphone, un ordi, mettre de la musique à fond, ça consomme presque rien. Et faire tourner une bouilloire, un grille-pain, un four, des plaques de cuisson, c'est énorme. Nous on fait souvent la conversion en cycliste, on a des vélos générateurs pour comparer. Et par exemple pour recharger mon téléphone portable ou un smartphone, n'importe lequel, il faut pédaler 5 minutes pour produire l'énergie. Pour faire bouillir une tasse de thé, il faut pédaler 6 heures. C'est hyper parlant. Et là, on s'est dit qu'on voulait pas pédaler autant. Et en gros, on a regardé tout ce qui consomme beaucoup, tout ce qui a besoin d'énergie, comment le produire autrement qu'avec de l'électricité. Puisque l'électricité, enfin l'énergie renouvelable, le soleil, le vent, si j'en consomme aujourd'hui, j'en aurai pas moins demain. Enfin, ça dépend de la météo, mais pas de ma consommation. Par contre, les systèmes pour capter cette énergie, la transformer et la stocker, ça c'est pas du tout low-tech. On fait toujours appel à des matériaux rares, à des métaux rares. Dans les panneaux solaires, dans les éoliennes, on a des aimants néodymes très puissants. Les batteries, pareil, c'est des matériaux
pas forcément très écologiques et qui ne sont pas largement disponibles. Donc on a beaucoup travaillé à comment réduire notre dépendance en métaux rares. Et donc en réduisant nos besoins en électricité au maximum. Donc tout ce qui chauffe, c'est au soleil, maximum. Et quand il n'y a pas de soleil, une autre solution plus conventionnelle, du gaz, du feu de bois pour se chauffer, ou pour chauffer l'eau, une chaudière en fait, une chaudière à bois. Alors pour l'énergie, nous on a le soleil en énergie primaire. C'est-à-dire que dès qu'il y a du soleil, on veut le capter. C'est dommage de ne pas en profiter. Particulièrement sous forme de chaleur, parce que c'est facile de transformer le rayonnement solaire en chaleur. Et en gros, pour faire de la chaleur, c'est un corps noir pris dans un effet de serre, donc avec une vitre devant et de l'isolant derrière. Et sur les deux systèmes qu'on a, on a un chauffe-eau solaire. Donc on a un liquide qui circule dans un tuyau derrière la vitre. Ce liquide va transférer sa chaleur dans le ballon d'eau chaude avec un serpentin et une petite pompe. Et l'autre, c'est un chauffage solaire, lui qui est plus dédié au fonctionnement en hiver. C'est des ardoises toujours derrière une vitre et devant de l'isolant. L'air va circuler derrière par convection. En fait, il va chauffer au contact des ardoises et en fait, ça prend l'air de la maison, il chauffe dedans et ça rentre dans la maison beaucoup plus chaud. Et par les journées où il fait froid et le ciel est dégagé en hiver, l'air sort à 60-70 degrés. Et en fait, ça permet on n'a pas besoin de faire de feu, d'utiliser le poêle les jours où le ciel est bien dégagé. Et le dernier point, donc, c'est l'autonomie donc, en électricité, en chaleur, en eau, et il y a aussi l'assainissement, donc comment est-ce qu'on traite les eaux usées issues de la salle de bain et de la cuisine. Donc là, on a un petit filtre, une phytoépuration, qui permet de transformer les eaux usées en eau assimilable par l'environnement. La consommation d'eau, vous la restreignez par rapport à ce que peut être la consommation d'un ménage moyen ? Alors l'objectif, c'est pas de réduire notre confort, de pas faire d'efforts sur consommer moins, puisque ça, personne veut le faire, enfin personne veut se priver de prendre une douche. C'était plus de voir, d'étudier nos postes de consommation, et ça c'est vrai pour l'énergie ou pour l'eau, et voir quels étaient les gros postes de consommation et comment est-ce qu'on pouvait simplement trouver un système qui permettait de les réduire. Et par exemple, la consommation moyenne d'eau d'un Français dans sa maison, c'est 148 litres par jour, par personne. Ce qui est énorme, nous ça représente le volume d'eau qu'on a en réserve. Et en fait, c'est 148 litres, il y a 40% c'est la douche et 20% c'est les toilettes. Donc on s'est dit, vu qu'on a peu d'eau, c'est quand même dommage de chier dedans. Donc on est passé en toilette sèche. Et sur la douche, nous naturellement on prend des douches assez courtes, mais quand on veut traîner sous la douche, on a un système de recyclage qui permet de récupérer l'eau, de la purifier, de la reprendre sur la tête. C'est un peu comme les douches massantes en fait, qui fonctionnent déjà comme ça, qui ont des systèmes de recyclage. Et aujourd'hui, en vivant normalement, sans faire d'efforts particuliers, on consomme entre 20 et 30 litres par personne par jour. On tourne autour de 25. Ce qui fait une belle réduction quand même par rapport aux 150 moyens. Est-ce que cette dépendance aux éléments et puis cette façon de vivre sans gaspiller, ça a changé votre rapport au fait d'habiter ? Tu vois, d'habiter un lieu, de vivre quelque part. Je l'avais pas du tout anticipé, mais carrément. Et c'est génial. Enfin, j'adore. Puisqu'on est dans un environnement très minimaliste aussi, on ne capte pas beaucoup d'eau, on a peu d'énergie. Il y a une sorte de stratégie de vie qui s'est mise dans la maison, une gamification, une ludification. Et je trouve ça hyper intéressant. Là, il pleut, je suis super content qu'il pleuve. Alors qu'avant, ça m'aurait embêté. Tu aurais dit, tiens, il pleut quoi. Ouais, là, il pleut, je suis content, ça me fait de l'eau, il y a du soleil, j'ai énormément d'énergie. Je peux faire ce que je veux avec j'ai l'énergie électrique, j'ai du surplus, on va dire, donc je peux l'utiliser. Par contre, quand il fait gris comme aujourd'hui, je fais plus attention. Et c'est intéressant de se relier à ces éléments en fait. Enfin, on en a besoin. Et on l'a oublié, on devient hors sol, on devient des personnes hydroponiques et on a besoin d'être en contact avec son environnement. Enfin, moi, ça me fait un bien fou, je me rends compte, et ça fait partie de l'épanouissement total que je vis dans cette maison, qui m'apporte énormément.
Je m'appelle Clément, j'ai 30 ans, je suis vendéen, j'ai une formation d'ingénieur à l'ICAM. J'ai travaillé pendant un peu plus de 3 ans dans l'aéronautique vers Nantes. Et après j'ai arrêté, je suis allé voyager pour apprendre à me servir de mes mains, surtout, et pouvoir rendre service à un peu tout le monde en sachant faire des choses élémentaires. Et j'ai rejoint l'association Gold of Bengal il y a 3 ans et demi, qui devient le Low-Tech Lab maintenant. Et qu'est-ce qui t'a fait t'éloigner un petit peu de la trajectoire habituelle des personnes avec qui tu as pu faire tes études ? En fait, chez Airbus, j'ai eu des problèmes. Bon, alors il y a toute la dimension peut-être éthique. Est-ce que c'est à ce monde que je veux collaborer ? Enfin, en termes de société de production, est-ce que ce que je fais au quotidien est en phase avec mes valeurs ? Et bon, ça ne l'était pas vraiment. C'était surtout aussi la dimension sociale, moi qui m'a gêné, de un peu char à canon, carriériste, tout ça, ça m'a beaucoup bloqué. Et puis pas savoir me servir de mes mains. Alors faire de la gestion de projet sur 5 ans, tapoter sur un ordi, facile, mais tout le reste, j'ai l'impression que s'il se passe quelque chose, j'ai rien à offrir au coin de la rue, tout ça. Et donc vouloir apprendre à mieux comprendre mon environnement et savoir faire. Et comment tu te sens du coup là où tu es maintenant ? Ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais autant eu besoin de faire appel à mes connaissances d'ingénieur. Le low-tech, c'est plein de... C'est de la mécanique, c'est plein de choses, faut comprendre son environnement et ça fait appel à des ressources techniques pas mal. Donc je suis hyper content que ma formation me serve enfin. Et puis il y a plus de partage, l'open source, tout ça, c'est rencontrer les gens, prendre du temps pour partager, faire découvrir des choses qui me plaisent, c'est génial. Enfin, j'ai un épanouissement au quotidien que j'avais pas avant. Ça c'est top. Et où est-ce que tu te vois dans quelques temps ? Comment tu te vois évoluer ? Alors moi je suis à fond dans le principe du moindre effort. Donc j'ai du mal à m'appliquer tous les jours. Mais l'idée c'est de pouvoir partager à des gens. Là on a la chance de multiplier les expériences super intéressantes qu'on fait avec le Low-Tech Lab. Et donc aujourd'hui j'ai moins envie de faire pour moi. J'ai découvert ce que j'avais à découvrir, maintenant j'ai envie de passer plus de temps à le partager à des personnes qui montent des projets, des entrepreneurs, des artisans, leur montrer qu'on peut faire autrement et que c'est chouette, que ça marche. Donc passer plus de temps à partager sur le terrain, comprendre comment les autres fonctionnent aussi. Vincent est à présent reparti. Nous voilà bloqués, Bénédicte et moi, par la tempête. Impatients de reprendre la mer en direction de l'île de Sein, où Serge, l'ancien gardien du phare, nous attend. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain, nous raconterons comment nous avons en une journée rattrapé le retard et la surprise que nous ont réservée des dauphins. Sur l'île de Sein, nous parlerons d'autonomie énergétique et du combat des habitants contre l'État. Depuis notre retour, notre visite du Low-Tech Lab a laissé des traces. J'ai par exemple réduit la taille de mon frigo et installé un garde-manger sur le rebord de ma fenêtre. Vincent compte pour sa part installer des toilettes sèches dans sa maison et expérimenter un système de récupération de l'eau de cuisine. Paris à virer est un podcast indépendant en 8 épisodes, en écoute sur Mixcloud. La musique est un extrait du titre Unlimited Love Light de Stéréo Action. À bientôt!